À écouter sur Binge Audio et sur toutes les applications de podcast. Oh mais j'ai réussi à le dire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Moon Mothers, les mères de la Lune? Il s'agit de femmes qui participent à des cérémonies pour bénir leurs utérus et renouer avec leur supposée, je cite, force féminine originelle. L'écrivaine britannique Miranda Gray a lancé le mouvement des Moon Mothers en 2012. Ses livres se sont depuis écoulés à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et elle écrit notamment, je la cite, « L'utérus est le centre énergétique le plus puissant chez la femme ». Ce que je comprends à la lecture de cet extrait, c'est que c'est une façon de réassigner les femmes à leur corps biologique et à leur fonction reproductive. Cette pratique quasi-ésotérique a été racontée à l'automne 2023 par l'une de mes consoeurs, la reporter Hélène Coutard. Dans son reportage, Hélène Coutard mentionne que la France compterait 1289 Moon Mothers certifiées, c'est-à-dire des femmes, comprendre des femmes dotées d'un utérus, et qui auraient suivi une formation pour pouvoir délivrer à leur tour ces soins énergétiques pour bénir d'autres utérus. Les Moon Mothers sont l'une des ramifications parmi les plus énigmatiques de cette tendance du féminin sacré en vogue ces dernières années. Ces nouvelles formes de spiritualité ont pourtant été pointées du doigt en 2022 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui alertait sur une appropriation du féminisme par les dérives sectaires. Pour en parler, je suis accompagnée de Naïma Hanafi, historienne qui a notamment décortiqué de quelle façon les discours scientifiques et médicaux du XVIIIe siècle ont légitimé l'infériorité supposée des femmes. Bonjour Naïma Hanafi. Bonjour. Vous vous intéressez à l'histoire de la médecine au prisme du genre et vous êtes membre du laboratoire TEMOS, Temps, Monde et Société. Vous êtes également membre du conseil scientifique de l'Institut du genre et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, vous vous apprêtez à rejoindre l'Institut universitaire de France, sur quoi nous allons revenir un peu plus tard. Mais pour commencer, j'aimerais bien vous demander, en tant qu'historienne spécialiste des processus de naturalisation, comment vous observez aujourd'hui cette vogue du féminin sacré, Naïma Hanafi ? Ce que je peux comprendre, c'est un besoin de réenchanter en quelque sorte un corps féminin qui a été, notamment par les sciences médicales, sur un temps très très long, souvent assez discrédité, marginalisé, parfois violenté. Pour autant, comme vous l'avez dit, j'interprète ce féminin sacré comme un processus par lequel on va finalement réessentialiser le corps féminin et créer une forme de juxtaposition nécessaire entre d'un côté le féminin et de l'autre côté la maternité, en donnant finalement une centralité à l'utérus. Naïma Hanafi, vous, votre période de spécialisation, c'est plutôt le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle. Vous avez d'ailleurs soutenu votre thèse en 2013 sur l'expérience féminine du corps au siècle des Lumières, intitulée « Le frisson et le baume ». Moi, à l'école, quand on m'a enseigné la période des Lumières, on m'a expliqué que c'était le siècle de la pensée rationaliste et des grands textes humanistes. Mais vous, en lisant votre thèse, Le frisson et le baume, ce que je comprends, c'est plutôt que c'est une période durant laquelle l'infériorité des femmes a été théorisée. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a souvent une vision des Lumières un peu idyllique, quoique on est quand même à une période où on a une sorte d'apogée de l'esclavage et d'un certain nombre de pratiques, évidemment, très problématique. Et en ce qui concerne les femmes, on est à un moment tout à fait classique en quelque sorte de patriarcat. Et les sciences des Lumières, en particulier les sciences médicales, mais aussi les sciences philosophiques, vont finalement reconduire un certain nombre de stéréotypes. Et la particularité de cette période, et c'est pourquoi elle m'intéresse finalement, c'est qu'on est dans un siècle qui va inventorier, classifier, catégoriser, observer le vivant et qui va à partir de là développer des processus expérimentaux, développer des savoirs qui vont être effectivement pensés, jugés, énoncés comme rationnels, alors que ces savoirs sont tout sauf objectifs, comme on dirait aujourd'hui, mais porteurs d'un certain nombre d'idéologies, porteurs d'un certain nombre de stéréotypes, notamment sexistes. Et c'est pourquoi, au cours de cette période, on va voir donc un certain nombre de pensées de la différence qui étaient déjà présentes auparavant, être finalement théorisées, peut-être justifiées aussi, notamment par le corps médical ou par le corps scientifique, avec cette idée d'une forme de rationalisation en fait de cette différence, notamment entre les hommes et les femmes.
Mais comment vous y êtes prise, vous, en tant qu'historienne, pour montrer, en fait, donner à comprendre ces processus de naturalisation au XVIIIe siècle ? Quelle a été votre méthode de travail ? En fait, je travaille à partir des textes scientifiques, en particulier des textes médicaux. Alors, quand je parle de médecine, ça peut être de la médecine un peu générale, de l'anatomie, de la chirurgie, et aussi à partir des textes des naturalistes, ce qu'on appellerait aujourd'hui les biologistes, parce que c'est une période où l'histoire naturelle, donc justement cette science qui va se pencher sur tout le vivant, les minéraux, les végétaux, les humains, va se développer. Donc j'ai fait toute une recherche sur la façon dont les femmes, notamment, vont être saisies à travers ces différents discours scientifiques. Et ensuite, je les ai confrontées au discours féminin, cette fois-ci, de façon à mesurer la réception de ces discours scientifiques par une partie de la population. Et les discours féminins, vous les avez retrouvés dans les écrits de femmes, par exemple ? Tout à fait, dans ce qu'on appelle les écrits du fort privé, c'est-à-dire les correspondances épistolaires, les journaux intimes qui sont quand même assez minoritaires pour ma période, donc 17-18e siècle, parce que la plupart des personnes n'écrivent pas, et parce que pour la pratique du journal intime, on va dire que c'est plutôt quelque chose qui se développe au 19e siècle. Ce qui fait que ma comparaison n'est possible que pour les femmes des milieux les plus aisés, c'est-à-dire de la bourgeoisie, de l'aristocratie. Mais tout l'intérêt aussi de se pencher sur elles, c'est que ce sont finalement les personnes qui sont les plus à même de lire, de s'entretenir avec des médecins, des naturalistes de leur époque. Ah, c'est extrêmement intéressant de s'être basé sur des textes privés. Les journaux intimes, ça me fait penser à ce que disait Michel Perrault quand elle parlait du plus grand autodafé de l'histoire de l'édition, pour parler en fait de tous ces journaux intimes et ces carnets, ces écrits féminins qui en général ne voyagent pas à travers les siècles et sont détruits par les premières concernées ou alors leurs descendants ou descendantes. Oui, c'est la grande question de comment écrire l'histoire des femmes. En définitive, on se rend compte qu'on a accès à un certain nombre d'archives, mais que les archives sont bien sûr le fruit d'un processus de collecte. Et que si dans les archives, dans les bibliothèques, on a gardé des textes scientifiques qui sont majoritairement produits par des hommes, voire essentiellement à cette période, il y a d'autres écrits qui sont considérés comme mineurs. Et là, en l'occurrence, des écrits féminins qui, en plus de cela, vont toucher plutôt la sphère intime et la sphère domestique. Oui, on va parler pour commencer des textes assez étonnants produits par les scientifiques et les naturalistes de l'époque ou les philosophes. J'ai extrait quelques passages en fait de votre thèse. Je vais vous demander de les lire. Je pense que ça permettra aux auditeuristes de bien comprendre ce dont on parle et surtout comment on en parle, des femmes en l'occurrence. Le premier exemple est tiré de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et voici ce qu'on peut lire à l'article « Femme morale ». Il n'est pas douteux que cette faiblesse que nous avons dit caractériser les organes de la femme ne lui interdise les efforts de cette contention d'esprit qui est nécessaire à l'étude des sciences abstraites, même pour s'y égarer. Son imagination, trop mobile, la rend peu propre aux arts qui dépendent de cette faculté de l'âme. Mais c'est de cette faiblesse que naissent ces sentiments doux et affectueux qui constituent le principal caractère de la femme. Quelle est votre réaction à cet extrait ? Moi, c'est des textes qui me font toujours sourire, alors que je trouve extrêmement violents, mais qui me font sourire dans le sens où ils disent dans toute leur crudité, en quelque sorte, tous les rapports de genre de cette époque. Là, on est effectivement dans l'encyclopédie, donc on nous apprend à l'école que l'encyclopédie, c'est la somme des savoirs les plus novateurs, les plus progressistes d'une époque, en l'occurrence la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et on se rend compte qu'en définitive, au sein même de ces savoirs qui sont pensés comme émancipateurs, il faut le dire à cette époque-là, on a une réitération très très forte de la binarité, mais aussi de l'idée que les femmes sont inférieures intellectuellement, avec très clairement à la fois l'énonciation d'une infériorité à la fois physique et intellectuelle des femmes, mais aussi l'idée que cette infériorité est finalement la raison de leur exclusion d'un certain nombre de postes, de champs sociaux, comme ceux de la politique, comme ceux, on va dire, du monde de l'intellect ou de la création. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête. À la fois, on énonce en fait un certain nombre de différences, et donc une catégorisation, une complémentarité et une hiérarchisation, c'est-à-dire des femmes inférieures aux hommes, mais aussi, on vient justifier en fait la domination sociale, c'est-à-dire le fait que les femmes sont exclues d'un certain nombre de champs sociaux et d'un certain nombre de prérogatives qui sont là exclusivement réservées aux hommes, au prétexte qu'elles n'auraient pas les capacités intellectuelles d'exercer telle ou telle fonction.
Je voudrais aussi qu'on prenne le temps de lire un autre extrait particulièrement savoureux que vous avez aussi cité dans votre thèse. Cet extrait est tiré d'un best-seller sur la ménopause pour les femmes qui date de la fin du XVIIIe siècle et qui est intitulé « Conseil aux femmes de 40 ans », signé par le médecin Baptiste Janet Deslongrois. Alors c'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, il faut vraiment considérer ça comme un des premiers best-sellers sur la ménopause et se dire que ce texte est écrit pour les femmes. Et dans mon souci de mesurer la réception des discours médicaux par les femmes, il y a vraiment cet intérêt à porter au message qui leur est donné. Donc dans ces conseils aux femmes de 40 ans, on peut lire par exemple « Distingués par des inégalités, les deux sexes ont des avantages presque égaux. La nature a mis d'un côté la force et la majesté, le courage et la raison, de l'autre les grâces et la beauté, la finesse et le sentiment. Ce qui est agrément dans un sexe est défaut ou difformité dans l'autre. Les différences de la nature devoir en mettre dans l'éducation. » Donc là encore, en fait, tout est dit, c'est-à-dire à la fois une pensée de la complémentarité, de la binarité, mais aussi une naturalisation. Véritablement, le fait que ces différences entre hommes et femmes, de comportement, de corps, etc., enfin de corps, c'est-à-dire de la beauté, notamment d'esthétique, eh bien, ne seraient pas dues à un conditionnement social, à une socialisation, comme on dirait, mais à un effet de nature. Et dans les journaux intimes, comment réagissaient les femmes à cette époque, à ces assignations ? Il y a une pluralité de réactions en fonction des femmes. Ce qui paraît certain, c'est que c'est un discours majoritaire. L'idée que les femmes sont inférieures à la fois physiquement et intellectuellement, c'est quelque chose qui est répandu. Pour autant, les femmes vont essayer de développer d'autres manières de gagner en capacité d'action, notamment en disant, vu qu'il est difficile de nous prétendre des intellectuels, parce que dans ce cas, on est renvoyé à des figures qui sont moquées, les précieuses ridicules, par exemple, ou les femmes savantes, pour citer des textes de Molière. Bien, étant donné qu'on va être moqué et considéré comme prétentieuse si on essaye d'accéder au savoir et on devient des femmes savantes à proprement parler, on va valoriser d'autres manières de penser notre rationalité. Et ce que j'ai pu voir, c'est un certain nombre de femmes qui vont parler du bon sens. Donc la raison d'un côté qui serait masculine et le bon sens qui serait féminin. C'est-à-dire une façon de sortir de cette idée que les femmes sont uniquement gouvernées par l'émotion, ce qui les empêcherait finalement de s'intéresser à des manières abstraites. Alors on a une pluralité de réactions de la part des femmes, certaines qui vont très clairement s'opposer à ces discours, parce que s'ils sont majoritaires, on a quand même, depuis un certain nombre de siècles, des débats, notamment au sein de la querelle des femmes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la querelle des femmes ? La querelle des femmes, c'est un grand mouvement qui s'étend sur plusieurs siècles, au sein duquel on va avoir une opposition très forte d'arguments entre ceux qui prétendraient, en quelque sorte, justement, que les femmes n'auraient pas, notamment, de capacité de création artistique, seraient, en quelque peu enfermées dans des capacités intellectuelles moindres, et de l'autre côté, notamment des femmes, mais aussi quelques hommes qui vont, au contraire, juger que les femmes sont tout à fait aptes à produire un certain nombre de savoirs, à créer, dans le champ des arts, c'est particulièrement important. Parfois, d'ailleurs, un certain nombre de femmes vont réutiliser un certain nombre de stéréotypes, notamment celui de la sensibilité, qui là va être utilisé pour dire qu'une sensibilité particulière peut mener à davantage justement de pouvoir créateur. Et ça, c'est une réalité qui en fait vit en même temps que les discours dont on a parlé, qui sont eux tout à fait infériorisants pour les femmes. Donc on a un discours majoritaire, un discours minoritaire, et donc les femmes de cette époque, et là, les femmes que j'ai étudiées, c'est-à-dire les femmes de la bourgeoisie, de l'aristocratie, qui reçoivent ces discours, vont se placer en fait sur ce spectre large qui va de l'intériorisation en fait de leur infériorité jusqu'à la contestation la plus forte de cette infériorité intellectuelle notamment. Cette différence entre sensibilité et raison n'est pas uniquement un héritage de la période des Lumières, puisque vous référez notamment à une théorie qui s'appelle la théorie humorale, héritée de l'Antiquité grecque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit ? Alors, effectivement, le siècle des Lumières n'invente rien, en quelque sorte, en termes de binarité, de complémentarité, de hiérarchisation entre hommes et femmes. Et les textes que j'ai étudiés, donc qui sont principalement des textes médicaux, sont les héritiers directs, en quelque sorte, des textes de l'Antiquité médicale, notamment des textes d'Hippocrate et de Galien, qui, donc, au cours de l'Antiquité, vont théoriser déjà une différence des sexes, à partir de ce qu'on appelle la théorie humorale.
le but n'est pas de théoriser une différence des sexes, mais le paradigme moral, en quelque sorte, va mettre au jour ou révéler d'une certaine façon une différence des sexes. Cette théorie morale revient à dire que le corps est traversé par un certain nombre d'humeurs et que de l'équilibre de ces humeurs dans le corps va dépendre la santé ou au contraire un certain nombre de maladies. En plus de cela, la théorie humorale présuppose que les corps féminins et masculins sont différents dans le sens où les corps féminins seraient davantage froids et humides, alors que les corps masculins seraient davantage secs et chauds. Donc tout ça est à relier aussi avec toute une représentation des saisons, des caractères, etc. Et ceci revient à dire qu'en définitive, les femmes sont enfermées dans ce qu'on appelle les maladies de pléthore, c'est-à-dire des maladies qui sont liées à une surabondance de fluides. Puisque leur corps est froid et humide, il a davantage tendance à produire des fluides, mais il a aussi plus de difficultés à les faire sortir du corps. C'est-à-dire, comme on le dit à l'époque, à mettre en place la coction des humeurs. Il faut imaginer ça comme vraiment une machine corporelle complexe. Étant donné que les femmes ont un défaut de chaleur par rapport aux hommes, elles n'arrivent pas à cuire, c'est-à-dire à faire sortir les humeurs. Elles vont sombrer donc dans toute une série de pathologies de pléthore qui vont être à l'origine notamment de cette infériorité physique qui est pensée par les médecins. Je veux dire par là que le corps sec et chaud, donc défini comme masculin, est pensé comme le corps idéal, c'est-à-dire le corps en santé, contre lequel on va énoncer donc les normes d'un corps maladif, qui serait donc un corps féminin. On est à une époque où le corps et l'esprit sont intimement liés. Ce qui veut dire que quand on décrit un corps féminin inférieur physiquement, c'est-à-dire vraiment dans une forme d'incapacité à atteindre une pleine santé, eh bien, on décrit aussi des individus qui sont incapables de raisonner. Puisque le corps et l'esprit sont intimement liés, un corps qui est donc à la fois inférieur, pathologique, est un corps qui ne permet pas, en fait, aussi un bon mouvement de l'âme en quelque sorte, un raisonnement qui serait abouti. Et c'est à partir en fait de cette infériorité premièrement physique, qu'on va théoriser par la suite une forme d'infériorité intellectuelle. Et ça, on le retrouve bien sûr bien avant le siècle des Lumières. Et c'est là aussi qu'on touche en fait cette question de la naturalisation, c'est-à-dire qu'on va inscrire dans les corps un certain nombre de comportements ou de traits ou de caractères qui sont considérés comme féminins ou masculin. C'est-à-dire que c'est finalement une lecture extrêmement déterministe. Alors je prends un exemple qui a été battu en brèche notamment par les féministes des années 60-70, le fait que les femmes sont naturellement douces, naturellement aimantes par exemple, naturellement sensibles. Cela, ça va être considéré dans les textes notamment du XVIIIe siècle, non pas comme l'effet d'une socialisation, c'est-à-dire comme d'un apprentissage à être femme, mais comme quelque chose qui est inscrit dans les corps. C'est-à-dire qui dépend de la biologie. Et c'est dans ce sens-là qu'on a, au siècle des Lumières, quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire ce réflexe de toujours rapprocher, en définitive, un trait social, un comportement social qui a été appris de la nature, c'est-à-dire de l'expliquer par une corporéité spécifique. Oui, vous parlez de pathologie, d'un corps qui serait propice aux pathologies. Et justement, dans votre thèse, vous explorez deux pathologies assez emblématiques du XVIIIe siècle, l'hystérie et la nymphomanie. Oui, je me suis intéressée aux pathologies qui vont venir, d'une certaine manière, documenter les normes de genre. Puisque, pour moi, l'hystérie, qui donc va être théorisée plutôt à la fin du XVIIIe siècle, et qui va en tout cas sanctionner une forme de comportements sociaux qui sont jugés déviants, parce qu'ils font sortir, en fait, ces femmes des bornes de la bienséance. Qu'est-ce que c'était, en fait, l'hystérie ? L'hystérie, ça se traduit en fait par des d'irrationalité, des moments de folie, où on considère en fait que les femmes ou les hystériques en général sont dépassées par leur corps et notamment par leur utérus et vont donc entrer dans un discours irrationnel, dans des vapeurs, dans des langueurs, dans des cris. Et là, il y a toute la question qui est souvent encore
mise en avant. Lorsqu'une femme prend la parole, notamment dans un champ politique, on va assez rapidement la traiter d'hystérique. Ça, c'est un discrédit pluriséculaire qui montre bien, en fait, que quand on pathologise l'hystérie, c'est-à-dire des comportements qui sont jugés anormaux, il y a bien derrière cette question de la raison féminine, de leur capacité intellectuelle et des bornes qu'elles ne doivent pas dépasser. Et l'autre pathologie que j'ai étudiée, c'est la nymphomanie. Alors, à l'époque, au fin 18e, on parle plutôt de fureur utérine. J'adore. Oui, moi aussi. Les fureurs utérines, ça fait toujours sensation. Et le terme en lui-même montre bien les peurs aussi. Les peurs sociales. On imagine des utérus comme ça qui deviennent complètement fous, qui entrent en transe. Et d'ailleurs, les descriptions qui sont faites de la fureur utérine vont vraiment dans le sens de comportements qui sont complètement démesurés. Et ils sont démesurés parce que ce sont des comportements sexuels qui ne sont pas tolérés chez des femmes. Si je résume, la nymphomanie ou la fureur utérine apparaît généralement chez des jeunes femmes qui sont réglées ou non, mais en tout cas autour de la puberté, qui vont être portées en quelque sorte à rêver, et notamment à rêver d'amour, et qui vont s'adonner à la masturbation, puis vont de plus en plus se retrouver dans des comportements qu'on dit lascifs. Alors, c'est avoir quelques rougeurs en présence des hommes, avoir des comportements qui ne sont pas jugés de bonne manière, notamment pour les femmes de la bourgeoisie. Et en fait, ces comportements-là sont des comportements qui sont jugés déviants et qui vont être pathologisés par le corps médical. On a un équivalent de la nymphomanie pour les hommes qui s'appelle le satyriasis. Mais on se rend compte que le satyriasis est finalement à la fois très peu étudié et documenté par les médecins, mais ne renvoie pas à la même condamnation morale, puisqu'on considère à l'époque qu'un homme qui a un désir sexuel démesuré, eh bien ça reste un homme. Oui, et ce que j'ai compris en lisant votre thèse, c'est qu'au XVIIIe siècle, il y a une idée qui est très forte dans le corps médical, c'est celle du fonctionnalisme, c'est-à-dire, par exemple, si les femmes sont dotées d'un utérus, c'est parce qu'elles doivent forcément enfanter au cours de leur vie. Oui, tout à fait. Alors, le fonctionnalisme est intéressant parce qu'il ne marche pas forcément de la même manière quand on considère les corps féminins et masculins. En tout cas, le fonctionnalisme marche à 100% en quelque sorte lorsqu'il s'agit d'analyser le corps féminin, puisqu'effectivement, on voit émerger de manière de plus en plus forte, et là encore, c'est pas forcément une invention du XVIIIe siècle, mais c'est théorisé avec ces outils, ou du moins ce postulat rationnel du XVIIIe siècle. Donc on voit avancer l'idée que si les femmes ont un organe reproducteur, c'est-à-dire un utérus, c'est qu'elles doivent s'en servir. Je veux dire par là que si elles ne s'en servent pas, elles vont se retrouver confrontées à un certain nombre de pathologies. Ça veut dire que toute femme qui n'entretient pas une activité sexuelle, donc comprise comme hétérosexuelle et intrinsèquement reproductive à l'époque, eh bien, est une femme qui ne peut pas tomber enceinte et donc une femme qui peut développer un certain nombre de pathologies plus ou moins graves, qu'elles soient physiques ou morales. Donc, ce fonctionnalisme-là, c'est pas simplement une lecture des organes et une vision un peu déterministe. On a, tel organe, il faut s'en servir. C'est aussi un outil de normalisation très fort du comportement des femmes, mais aussi un outil d'injonction, en fait, à la reproduction. Puisque là, on a de manière très claire un lien tissé entre femme et maternité. Toute femme qui n'est pas mère peut se retrouver confrontée donc à des pathologies. Et pourquoi c'est une logique absurde pour vous ? Une question un peu absurde à divers égards, étant donné qu'on a effectivement un corps qui nous permet un certain nombre de fonctions. Pour autant, on ne va pas forcément être malade si on n'utilise pas telle ou telle partie de son corps. Et par exemple, la question des tétons est intéressante justement pour revenir sur cette vision du fonctionnalisme à géométrie variable entre les hommes et les femmes, puisque d'un côté, on va avoir une lecture de la poitrine féminine, des seins, des tétons, comme finalement un appel à l'allaitement maternel, mais plus largement un appel à la maternité pour les femmes, alors que les hommes, sauf avis contraire, ont aussi des tétons. Pour autant, on n'a pas de réflexion sur les fonctions particulières qui pourraient être celles des tétons. Pourquoi pas, par exemple, une forme de succion pour les enfants qui pourrait apporter tel ou tel bienfait avec ou sans allaitement. En tout cas, on n'est pas du tout dans les mêmes lectures du corps et surtout dans les mêmes injonctions entre les hommes et les femmes.
Oui, d'ailleurs, en parlant d'hommes, je vais vous proposer de lire un autre extrait, toujours de Denis Diderot, qui définit ainsi l'homme. Cette société a pour but principal la procréation et la conservation des enfants qui naîtront. Quoique le mari et la femme aient au fond les mêmes intérêts dans leur société, il est pourtant essentiel que l'autorité du gouvernement appartienne à l'un ou à l'autre. Or, le droit positif des nations policées, les lois et les coutumes de l'Europe donnent cette autorité unanimement et définitivement au mâle, comme à celui qui est endoué d'une plus grande force d'esprit et de corps, contribue davantage au bien commun. En sorte que la femme doit nécessairement être subordonnée à son mari et obéir à ses ordres dans toutes les affaires domestiques. Merci Naïma. En lisant cet extrait, ce à quoi j'ai pensé, c'est qu'il y a un paradoxe entre, à l'époque, cette expression qui était très en vogue de beau sexe, alors qu'en fait, en vous lisant, on a juste l'impression d'assister à l'invention du sexe faible. Alors la notion de beau sexe, elle n'est pas positive, en définitive, quand on prend un petit peu de recul, puisqu'elle est vraiment liée à un critère esthétique. Et quand on lit un certain nombre de philosophes, mais aussi des médecins, on se rend compte que la beauté est finalement le premier apanage des femmes, voire le seul. Ce qu'on va mettre en avant pour les femmes, c'est la sensibilité, qu'on va valoriser d'une certaine manière, puisque on va considérer que c'est ce qui leur permet d'élever leurs enfants, de régner dans le foyer en quelque sorte, mais qu'on va retourner par contre elles en disant que la sensibilité, leur hypersensibilité, les empêche donc justement d'être rationnelles. Mais en plus de la sensibilité, ce qu'on a, c'est la beauté. Et c'est très courant dans les textes philosophiques de voir une forme de sacralisation ou en tout cas de promotion de la beauté féminine et de renvoyer les femmes à ce souci-là. Plutôt que de se cultiver, de s'éduquer, eh bien, elles ont à cultiver leur beauté. Après avoir consacré votre thèse à ces processus de naturalisation à l'époque des Lumières, est-ce qu'il faut en conclure que les sciences médicales ont favorisé le patriarcat ? Alors, favoriser, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, parfois, je lis que les sciences médicales ont créé cet ordre patriarcal. Ça n'est pas le cas. Les sciences médicales sont des savoirs qui sont produits par des personnes situées, c'est-à-dire au moment des Lumières, essentiellement des hommes, blancs, principalement de la bourgeoisie, marginalement de l'aristocratie, et donc aucunement des femmes pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire aucunement des personnes qui sont concernées par les sujets qui sont mis sur la table. Ce qui fait que ces savoirs sont finalement le reflet d'une époque et donc le reflet de stéréotypes déjà très ancrés, le reflet aussi d'une domination masculine qui est inscrite à ce moment-là dans la loi. On est dans un ordre patriarcal qui est légal. On a une différence entre hommes et femmes et une infériorité féminine qui est présente dans le corpus juridique notamment. Donc ce que font les sciences médicales, c'est, à mon sens, venir justifier avec un discours scientifique, c'est-à-dire scientifique qui se dit à la fois rationnel, objectif et le fruit d'une observation justement de la nature, ils viennent justifier un ordre social préexistant. Donc c'est quand même une responsabilité importante, puisqu'il aurait été possible de faire autrement, bien sûr. Mais je pense que l'articulation, elle est plutôt là, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd, puisqu'il va falloir des décennies, voire des siècles, pour qu'on parvienne ensuite à détricoter en fait ces savoirs scientifiques qui sont venus naturaliser la domination, qui et d'une certaine manière la justifier par cet argument qui n'est plus un argument religieux ou culturel, mais par un argument scientifique. Et ça a été très coûteux pour les femmes. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des équivalents avec ces maladies plus sociétales que médicales du XVIIIe siècle ? Alors la nymphomanie existe encore en termes de maladies psychiatriques. Alors c'est d'autres manières de considérer les choses. On n'est plus dans des symptomatologies qui sont les mêmes que celles de la fin du XVIIIe siècle. Mais de toute façon, toute pathologisation
peut être une tentative par le corps médical de réguler des comportements qui sont jugés anormaux. Rappelons que l'homosexualité a été considérée comme une pathologie jusqu'à finalement assez récemment, il y a quelques décennies en France. Cette époque, le XVIIIe siècle, c'est le reflet, comme vous le dites, de la hiérarchisation des genres, mais c'est aussi le siècle des premières théorisations raciales. Ça, pour le coup, on l'étudie à l'école, notamment l'histoire du darwinisme et de l'évolution, la supposée évolution des espèces. Il faut considérer qu'on est à une époque, donc le siècle des Lumières, où on va investiguer l'ensemble du vivant. Les minéraux, les végétaux, les animaux, et parmi les animaux, les humains. Et dans ce processus d'observation, on va mettre en place des classifications. C'est le propre de l'encyclopédie, catégoriser, classifier. Or, il n'y a pas de classification sans hiérarchisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et on va donc hiérarchiser les hommes et les femmes, mais à cette même époque, on va aussi hiérarchiser à l'intérieur du champ animal, les êtres humains et puis les autres animaux, en plaçant donc les êtres humains en position de supériorité, ce qu'on appelait par la suite le spécisme. C'est la même chose pour la question de la couleur de peau, parce que la question de la race se pose à cette période uniquement, en quelque sorte, en termes de couleur de peau. Et effectivement, on va avoir cette ambition à la fois classificatoire et cette ambition de hiérarchisation des populations en fonction de la couleur de peau. Et ce qu'on retrouve, c'est ce même processus de naturalisation. C'est-à-dire qu'on va considérer que les populations noires, par exemple, portent dans leur corps une forme d'infériorité, alors pas toujours infériorité physique, parce qu'on va mettre en avant une force particulière des populations noires, mais qui va être rapprochée d'une forme de bestialité, et qui va permettre notamment le fait qu'on se dise que c'est une main-d'œuvre particulièrement efficace. Donc pas forcément toujours une infériorité physique, mais en tout cas très clairement une infériorité intellectuelle et une infériorité culturelle, qui va permettre l'expansion de la dynamique à la fois coloniale, mais surtout esclavagiste, à destination des populations noires. C'est-à-dire que c'est un déterminisme, on ne peut pas évoluer, et donc c'est ce corps qui dicte leur place dans l'ordre social, comme c'est le corps des femmes qui dicte leur place dans l'ordre patriarcal. Merci Naïma Hanafi. Maintenant, on va passer à un autre volet de votre travail qui s'attache plutôt aux masculinités. Pour étudier cette question des masculinités, vous vous êtes intéressé à la figure des castrats. Donc, ce sont des chanteurs de sexe masculin qui ont subi une castration, une ablation des testicules avant leur puberté pour leur permettre de garder une voix très claire, enfantine, et donc de mener une carrière de chanteur. Tout à fait. Donc les castrats sont vraiment nés au cœur de la modernité italienne, en quelque sorte, et puis en lien direct avec la papauté, puisqu'on est à un moment où il s'agit de regagner le cœur des fidèles, et notamment de ceux qui sont allés vers le protestantisme, et la musique, et notamment la musique baroque, la musique religieuse, va être un outil pour tenter de reconquérir ces âmes. C'était au XVIe siècle. 16e, oui, ça commence au XVIe siècle, tout à fait. C'est au cœur de la chrétienté qu'on va avoir l'émergence de ce phénomène qui va être considéré comme un phénomène de trouble dans le genre. On va voir émerger ces castrats qui sont, je le précise, des jeunes hommes issus du sud de l'Italie, dans des familles de musiciens. On peut trouver un certain nombre de castrats, mais sinon, c'est vraiment des enfants des classes populaires qui vont donc subir cette opération, qui est une sorte de technologie de la voix, et qui va leur permettre, vous l'avez dit, d'avoir un timbre qui est clair, qui est particulièrement aigu, on dirait aujourd'hui des voix de soprane, mais une capacité thoracique, donc de souffle qui est celle d'un adulte. Alors, ces castrats, ils sont adulés en Italie, parce que justement, ils sont considérés comme porteurs, d'une certaine manière, d'un message divin. Ils chantent, dans un premier temps, à la chapelle pontificale, des répertoires religieux. Par la suite, ils vont aussi se retrouver à l'opéra, donc dans des répertoires profanes. Et ils incarnent, en Italie, des figures masculines tout à fait valorisées. On dit dans les rues de Naples « et viva il coltellino », c'est-à-dire « vive le petit couteau qui a permis l'opération ». Vous expliquez donc que c'est des figures valorisées en Italie, mais il me semble que ça n'a pas été tout à fait la même réception en France notamment.
en franchissant les frontières de la péninsule, notamment en allant en France, ils vont susciter des critiques de plus en plus acerbes. Alors, ces critiques, elles proviennent de différents milieux. Des milieux artistiques, parce qu'on est dans la concurrence notamment entre la musique française et italienne, je ne rentre pas dans ces débats-là, mais aussi des critiques philosophiques autour de l'intégrité du corps. Puisqu'on considère que finalement s'attaquer au corps, c'est-à-dire mutiler, c'est comme ça qu'on l'entend à cette époque en France notamment, mutiler les corps, c'est quelque chose qui ressort de la barbarie, du despotisme, et qui renvoie davantage à un Orient fantasmé, et là je renvoie à toute la dimension des eunuques, des harems, etc., qu'à l'Italie, et notamment à l'Italie pontificale. Dans le milieu médical, qui là va davantage se consacrer, même s'il y a aussi tout le champ de la barbarie qui est mis en avant, sur la question de la stérilité. Comment on peut se permettre de rendre stériles des hommes, en sachant qu'à cette période, surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a une forme de peur croissante d'une dépopulation et de dégénérescence. Alors, c'est une peur, ça n'est pas réel, si on fait de l'arithmétique politique, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a cette peur qui est une dépopulation qui va gêner en quelque sorte le pouvoir, notamment impérialiste des nations européennes, mais en définitive, on est au contraire dans une période d'accroissement démographique en France en particulier. Mais le corps médical va se centrer sur cette question de la stérilité, mais aussi va commencer à poser la question de ce trouble dans le genre que j'évoquais, puisque de plus en plus, ils vont mettre en avant le fait que si on enlève les testicules aux hommes, eh bien, on touche fondamentalement à ce qui fait la masculinité, puisque depuis les textes antiques, là encore, on considère que la chaleur spécifique des hommes, donc celle qui leur permet cette santé particulière... Vous refaites une référence à la théorie humorale. C'est ça. Ce corps chaud et sec, il est notamment dû aux testicules qui ont un pouvoir irradiant sur le reste du corps. Donc, c'est assez logique. Si vous enlevez les testicules, vous enlevez le pouvoir irradiant. C'est-à-dire que vous condamnez, d'une certaine manière, ces hommes, au moment de la puberté, à ne pas avoir le même développement pubère que les autres hommes et à rester dans un état enfantin et donc dans un état froid et humide. Et à partir de là, ils vont théoriser le fait que les castrats subissent un efféminement. Et ils vont donc les comparer de manière très claire au corps féminin, puisqu'ils partageraient tous les deux une forme de corporéité à la fois froide et humide. Sans testicules, ils ne sont pas considérés comme des hommes. Alors, il y a des débats. En tout cas, on peut voir des théorisations, peut-être pas autour vraiment d'un troisième sexe, mais on les rapproche parfois des hermaphrodites, qu'on appellerait aujourd'hui personnes intersexes, même si ça ne regroupe pas exactement les mêmes catégorisations. Mais de manière claire, on les sort du masculin. On les effémine. On les traite de troncs desséchés, par exemple. Mais ça va même beaucoup plus loin dans les descriptions. Troncs desséchés, c'est vraiment pour marquer à la fois un manque de vigueur, mais aussi une incapacité à se reproduire. Parce que il y a aussi la question de la reproduction. Ce qui fait l'homme, c'est aussi sa capacité reproductive. Et en définitive, on a effectivement l'idée que les castrats ne peuvent être considérés comme des hommes à part entière. Et c'est pourquoi ils vont être déplacés vers le champ du féminin, mais pas simplement dans les discours, puisque on va considérer que les castrats ne peuvent pas remplir un certain nombre de fonctions. Les fonctions religieuses notamment, des fonctions militaires, alors même qu'un certain nombre d'eunuques dans l'histoire ont au contraire été de grands chefs d'armée et militaires, et aussi des fonctions plus intellectuelles. Avec exactement le même discours que pour les femmes, puisqu'ils sont dominés par un corps froid et trop plein d'humeur qui gêne en fait là aussi leur capacité intellectuelle. En filigrane, à travers ce débat, se pose la question de l'hétérosexualité. Alors oui, bien sûr. Ça n'est pas dit explicitement dans les textes du XVIIIe siècle. Ça le sera de manière très très claire dans les textes du XIXe siècle, étant donné que c'est le moment où on va voir toute les théorisations médicales autour des invertis, c'est-à-dire des homosexuels. Au XVIIIe siècle, on est quand même assez pudique sur les choses relatives à la sexualité, et notamment relatives à l'homosexualité. Je veux dire par là qu'on n'a pas de lien qui est explicitement fait dans les discours médicaux entre la castration, l'efféminement et la sortie de l'hétérosexualité.
C'est pas dit si clairement. Ça, il faut vraiment attendre quelques décennies suivantes et le 19e siècle. Pour autant, on voit bien l'angoisse qui est là. L'angoisse, c'est que si les castrats ne sont plus des hommes, qu'ils sont donc des êtres amphibies, c'est le mot que je retrouve souvent d'ailleurs, des êtres inclassables entre le féminin et le masculin, qu'est-ce qu'il en est de leur sexualité ? D'autant plus qu'on considère que des castrats donc, qui ne peuvent pas se reproduire ne devraient pas avoir de sexualité. Je rappelle qu'à cette époque, la sexualité légitime, c'est une sexualité conjugale qui a pour finalité la reproduction, et donc une sexualité intrinsèquement hétérosexuelle à cette époque. Donc normalement, les castrats doivent rester chastes, ne doivent pas avoir de sexualité. Et donc on a une peur panique qui est lisible dans certains textes, notamment le traité des eunuques de Charles Ancillon, qui est un juriste, qui écrit ce traité sur en fait la possibilité ou non des castrats de se marier. Et il l'écrit à un moment où on voit arriver en France quelques castrats, mais c'est vraiment rien. Ils sont 4-5 arrivés en France à la cour de Louis XIV. Et puis, il faut dire les choses aussi simplement. Les castrats peuvent avoir des relations sexuelles, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une érection, mais avec pourquoi pas une éjaculation de liquide prostatique, là je rentre dans le détail, mais en tout cas pas de liquide séminal. Donc ils ne peuvent pas se reproduire. Mais ils peuvent avoir une sexualité, comme elle est comprise à l'époque, pénétrative. Et à cette époque-là, il n'y a pas de moyen de contraception efficace. Donc le lien est vite fait. Pour des femmes qui veulent se soustraire à cette injonction reproductive ou tout simplement à ce risque de grossesse, puisqu'elles peuvent avoir une sexualité avec eux sans risquer d'être enceintes. Donc il y a cette peur qui est très présente dans le texte de Charles Ancillon et qu'on retrouve en définitive dans les théorisations médicales. Donc d'un côté, cette peur de démoraliser les femmes en quelque sorte, mais de l'autre côté, l'idée, et je reviens sur cette question de l'homosexualité, que tout de même, si leur corps en est changé, parce qu'il y a, et je ne l'ai pas dit, toute une théorisation sur les changements physiques des castrats, puisqu'on va considérer qu'ils vont développer un embonpoint au niveau de la poitrine, au niveau des hanches, donc vraiment se féminiser aussi physiquement, ne pas avoir de barbe, et donc ressembler davantage à des femmes qu'à des hommes. S'il y a cet efféminement physique, ils peuvent en fait attirer des hommes. Et on a aussi tout un discours qui s'oppose au castrat avec cet argument-là, qu'il peut y avoir une démoralisation aussi des hommes, avec une critique là très claire des mœurs, notamment pontificales ou de l'Italie, où on a dans l'idée que, notamment à Rome, au Vatican, on a un certain nombre de prêtres qui sont complètement fous amoureux de ces jeunes castrats, de ces corps qui sont totalement érotisés pour justement leur androgynie. Et il y a une peur qui est lisible, y compris dans les textes médicaux, d'une forme de trouble de l'orientation sexuelle, c'est-à-dire de trouble de l'hétérosexualité. Naïma Hanafi, vous vous apprêtez à rejoindre l'Institut universitaire de France pour poursuivre vos travaux sur les castrats, mais il me semble dans une perspective plus actuelle. Alors effectivement, je vais poursuivre les recherches sur les castrats, mais en essayant de réfléchir au plus contemporain, c'est-à-dire qu'est-ce que les castrats peuvent dire aujourd'hui des normes de genre, et notamment de la fluidité de genre. La question de la fluidité de genre, pour moi, elle est vraiment importante, parce que c'est une question sociale contemporaine qu'on a dans un certain nombre de discours l'impression de voir émerger, alors qu'en définitive, la fluidité de genre n'a pas attendu le 20e ou le début du 21e siècle pour être quelque chose qui a une réalité sociale, alors que ce soit quelque chose qui est inculqué par un discours médical ou quelque chose qui est vécu par des individus qui ont pu avoir des pratiques, par exemple, de travestissement, qu'elles soient culturelles, c'est-à-dire par exemple sur les scènes d'opéra ou de théâtre, ou pour pouvoir gagner en pouvoir. Je pense notamment aux femmes qui se travestissaient pour pouvoir entrer dans l'armée, par exemple, à l'époque moderne. Donc la question de la fluidité de genre, de comment on performe un genre, elle n'est pas nouvelle. Et pour autant, on en a encore assez peu fait l'histoire. Et pour moi, les castrats sont vraiment intéressants, dans le sens aussi où ils ont été, ces dernières années, on va dire surtout depuis les années 2000, reconsidérés par un certain nombre de discours artistiques et pas simplement scientifiques, comme des figures possibles, on va dire, de l'homosexualité. Je veux dire par là qu'ils ont parfois été présentés comme des sortes d'icônes gays. Et aujourd'hui, ça en fait des égéries queer.
Alors, des égéries queer, des icônes gays, il y a plusieurs discours. Et en tout cas, c'est sûr qu'on peut faire un parallèle avec d'autres figures masculines qui vont utiliser le travestissement, notamment les drag queens, évidemment. Mais je pense qu'il faut vraiment se reposer la question de l'histoire des castrats. C'est-à-dire, quel a été leur vécu ? Le vécu des castrats, c'est le vécu de personnes qui, en Italie, ont été socialisées comme des hommes, se sont considérés comme des hommes et qui, lors de leur déplacement dans les cours étrangères pour chanter, ont été discrédités, ont subi un certain nombre de remarques, de discriminations. Donc ça veut dire des hommes qui ont été sortis du champ de la masculinité et qui en ont potentiellement souffert. Ça ne veut pas dire qu'un certain nombre de castrats ne se sont pas reconnus dans une forme de fluidité de genre. Et là, je pense notamment à un des seuls qui a laissé trace de cela, qui s'appelle Filippo Ballatri, et qui a écrit dans ses mémoires qu'il se considérait comme neutre. Donc à la fois femme et homme. Mais ça fait un castrat sur la totalité, les centaines de castrats qui ont pu être exercés à cette époque. Je veux dire par là que des castrats homosexuels, des castrats hétérosexuels, c'est tout à fait une possibilité. Pour autant, si on se replonge dans cette histoire, c'est l'histoire de personnes qui ont subi un certain nombre de discriminations, de relégations liées aux normes de genre qui sont particulièrement excluantes à leur égard. Donc finalement, quand on les voir réapparaître comme des icônes gays ou comme des icônes queer, pour moi, ça me pose question. Et notamment comme des icônes gays, puisque finalement, c'est tirer ce fil qui est celui donc des Lumières, qui fait que on va considérer que la castration mène à un efféminement et que cet efféminement et cette castration mène à un trouble de l'orientation sexuelle, c'est-à-dire à l'homosexualité. Et donc, on va rebiologiser d'une certaine manière la question de l'orientation sexuelle. Et pour moi, c'est quelque chose de très important de montrer la réalité de la vie des castrats dans leur diversité et aussi de répondre à cette manière de les remettre sur le devant de la scène, peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que ce seraient ces raisons alors ? Alors, pour moi, les bonnes raisons de les remettre sur le devant de la scène, c'est de travailler cette question des performances de genre, de la capacité des individus donc à incarner tel ou tel genre. Et aussi de montrer à quel point les normes de genre sont contraignantes, excluantes, y compris là, pour des hommes et pas uniquement sur des femmes. C'est-à-dire de faire des castrats des figures de la fluidité de genre, parce qu'ils ont été considérés comme ça par le corps médical et discrédités, marginalisés à ce titre-là par le corps médical, et d'en faire l'histoire. Pour autant, les considérer parce qu'ils ont été castrés comme des homosexuels, bien sûr, ça pose problème. Et pour moi, ce que ça soulève, finalement, c'est un défaut d'historicisation de toute une partie de la population, c'est-à-dire ces personnes qui vont défier les normes de genre. Qui vont défier les normes de genre parce que justement, ils n'ont pas un corps qui correspond soit au féminin ou au masculin, c'est-à-dire à ces normes binaires, parce que leur sexualité ne rentre pas dans le cadre de l'hétérosexualité. Et en fait, à mon sens, si les castrats sont devenus aujourd'hui, pour certains, une forme d'icône gay, c'est bien parce qu'on est encore dans un défaut d'histoire de ce qu'a été l'homosexualité, de qui a pu le vivre, des relations avec des personnes de même sexe, de comment ça a pu être vécu, de comment ils ont pu ou non à un certain moment gagner, on va dire, quelques menus espaces de liberté. Et c'est ce défaut d'historicisation-là qui me semble important de combler. Et c'est ce que, du moins, j'essaie de faire à partir du XVIIIe siècle, à partir de la figure des castrats. Donc, essayer d'avoir une vision plus large de toute la variété de personnes qui, au cours de la modernité, ont déjà, d'une certaine manière, et avant les phénomènes plus contemporains, brouillé les normes de genre. Alors, il y a les castrats, il y a bien sûr aussi les personnes hermaphrodites, il y a les femmes à barbe, par exemple. Enfin, il y a toute une pluralité de personnes qui sont, à mon sens, à réintégrer dans le récit historique, de façon à ce que les personnes qui aujourd'hui se vivent queer, notamment, puissent en fait regarder derrière et voir qu'ils ont une histoire, tout simplement. Merci beaucoup Naïma Hanafi pour cet entretien passionnant sur la question de la naturalisation. Merci à vous.
Faire Genre est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du Genre, direction de production Alban Philly, production Camille Codor et Naomi Titi, édition Paloma Teaser et Naomi Titi, prise de son Clément Morel, réalisation et mixage Thomas Plé. Merci à vous, chers auditoristes, et je vous dis à très bientôt.